Le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est la Cour pénale internationale, procès Gbagbo, Blé Goudé. Le bureau de la procureure a tenté de prouver qu'il y a eu des vices de procédure. C'est d'ailleurs le thème de ce débat ce matin. Troisième et dernier jour d'audience dans le procès de Laurent Koudou Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C'était le 24 juin dernier. La Cour pénale internationale examinait en tout cas la demande d'un procès en appel formulé par la procureure gambienne Fatou Bensouda. Cette dernière demandait en tout cas un procès en appel à la suite des acquittements de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, prononcés en janvier 2019. Y aura-t-il un nouveau procès ? C'est notre interrogation. Les deux hommes vont-ils être définitivement libérés? Voilà une autre interrogation. En tout cas, les précisions, vous les aurez dans ce débat de ce matin. Je vais me tourner justement vers Bertrand Tatinda. Qu'est-ce que Fatou Bensouda recherche finalement? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que avoir regardé de larges extraits de ces procès en appel, ça m'a libéré deux sentiments. La tristesse et un minimum de pitié. Tristesse de voir, regarder comment on peut traiter les Africains. Et la pitié, en quelque sorte, pour ceux qui accusent. Parce que de mon strict point de vue, il n'y a pratiquement plus d'enjeu. Pour moi, je dis bien pour moi, ils seront libres. Souvent, je voyais l'attitude même du magistrat qui dirigeait les débats. Ça faisait... il semblait avoir des fois une attitude un peu narquoise vis-à-vis, en quelque sorte, de ce qu'on appelait l'accusation. Je rappelle qu'il n'y aurait jamais dû avoir procès. Parce que, avant de lancer les opérations dites de procès, eh bien, Mme Bensouda va échouer parce qu'on va lui expliquer que vous n'amenez pas des gens dans une cour pénale internationale pour crime contre l'humanité avec ce que vous appelez éléments de votre dossier. Il n'y a rien dans votre dossier. Elle va reprendre son dossier d'instruction. Il n'y a rien dans votre dossier. Pour vous accuser de crime contre l'humanité, il faut qu'il soit démontré que vous ayez de façon manifeste, organisée, planifiée, structurée, une politique en quelque sorte pour décimer et assassiner des populations sur en quelque sorte des propriétés spécifiques qu'ils ont. Exemple, le génocide en quelque sorte des Juifs. Eh bien, Hitler avait d'abord demandé de faire identifier les Juifs. Après avoir fait identifier les Juifs, il fallait qu'ils soient identifiés sur le plan visuel, l'étoile jaune sur la poitrine. Après, il fallait que tous les gouvernements les regroupent. Et après, il fallait les envoyer dans des camps de concentration. C'est-à-dire que c'était planifié. La politique nazie s'appliquait dessus. Le génocide noir sur la traite négrière, l'abjection, aucun crime dans le monde, depuis que l'humanité existe, n'a atteint cela. C'est-à-dire que on arrivait, le commerce triangulaire avait généré des populations qui devaient se sacrifier pour ça. Il fallait aller faire arrêter des Noirs. Vous étiez esclave, on vous arrêtait parce que vous étiez noir. D'ailleurs, Colbert va le codifier. C'est-à-dire que va transcrire ce commerce sur le plan juridique. Voilà ce qu'on crée comme... Comment on pouvait le dire du président Gbagbo? Première des choses. Donc le procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Madame Bensouda avait déjà fait un échec. Deuxième des choses, quand on va donc aller au procès, enfin on va ouvrir le procès, mais ça sera un ramassis de Congo, ça comme on dit au Cameroun. Ça sera un ramassis de blabla. Ça sera des coupures de journaux. Ça sera en quelque sorte des désignations où pas un seul témoin n'a porté la preuve. Un élément qui pouvait appuyer en quelque sorte cette histoire de procès contre crime pour l'humanité. Pas un seul témoin. Et les juges, pratiquement, vont prononcer l'acquittement sans avoir écouté les témoins de la défense. Ça, c'est du jamais vu, c'est une honte. Madame Bensouda devait tirer son chapeau et arrêter cette histoire. Sans avoir écouté. Parce qu'on parle de 230 témoins uniquement pour le ministre Blé Goudé. Il dit, vous voulez qu'on parle? Eh bien, on va véritablement parler. Or, la Cour pénale internationale, on l'a démontré, c'est tout sauf une instance judiciaire. C'est une instance politique, exactement comme l'ONU. Qui crée la situation? L'ONU, la France. On va revenir au cours du débat. Donc, les juges vont se rendre compte. L'opinion publique en France, l'ONU, personne ne va plus vouloir assumer cette crapulerie. Quand on en arrive donc au procès d'appel, j'ai l'impression que Mme Bensouda rentre dans un autre procès. Elle fait le procès du procès des juges de la CPI. Une idiotie à n'en plus finir.
Elle est là, elle fait des commentaires sur, comment je vais dire, la rédaction du jugement. La virgule n'a pas été bien mise ici. Le trait n'a pas été souligné ici. La phrase ne se termine pas par un point d'exclamation. Non, Madame Bensouda, on attendait des éléments nouveaux qui démontraient le crime contre l'humanité. C'est ce qu'elle nous avait dit quand elle faisait appel. Elle disait, vous allez voir ce que vous allez voir en appel. J'ai rien fait en instance, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ça qu'on attendait, c'est-à-dire des éléments nouveaux. Eh bien, la CPI était même prête à dire que, écoutez, moi je suis prêt à recevoir des témoins nouveaux. Rien du tout. J'ai comme l'impression qu'elle parlait plus du procès Gbagbo. Pas une seule fois, elle était encore dans le procès. Elle était maintenant dans le procès des juges d'instance. Des juges qui ont été assez sérieux. Et vous avez vu les avocats, en quelque sorte, de la défense. Ça a été en moins d'une demi-journée. Ils vont démonter ça même pratiquement en rigolant. Non, il y a plus de procès. Pour la suite, en fait, le soir de prise de parole, eh ben, je vais venir sur les grands enseignements de cette histoire. Parce qu'il faut que Africains, et c'est ça qui est dommage sur Africains, c'est que même dans le contexte actuel, on a comme l'impression que dans certains pays, certains dirigeants, en quelque sorte, certaines populations n'ont pas tiré les leçons de cette crapulerie et peuvent encore être manipulés de la même façon pour envoyer leur peuple véritablement, comment je vais dire, à l'abattoir. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, rien qu'à voir les publications de Charles Blé Goudé, j'ai vu ces publications, ça faisait rire. Ils sont pratiquement déjà dans des démarches de négociation avec Abidjan, en train de mobiliser en quelque sorte leurs partisans pour préparer leur retour sur Abidjan. C'est pour moi, il n'y a plus... On ne peut pas plus parler de procès. Je vais me tourner vers Edmond Koité. Edmond Koité, vous avez suivi justement cette actualité de bout en bout depuis de longues années d'ailleurs aujourd'hui. Fatou Bensouda nous parle d'un procès en appel, mais elle n'apporte aucune preuve tangible, elle n'apporte pas de témoins et elle va même jusqu'à accuser l'autre partie qui doit se défendre de n'avoir pas présenté de témoins. Je crois que c'était là le comble du ridicule. J'ai adoré la formule du juge, d'un des juges qui constitué l'un des juges du collège, oui, qui lui a rappelé que le droit, l'un des droits fondamentaux de l'accusation, c'était de ne pas, n'est-ce pas, produire de témoins. Oui. Il est libre, ça fait partie de ses droits. Et donc, j'ai dit, Fatou Bensouda, depuis le début de ce procès, nous a livré une certaine, je vais dire, un petit théâtre. On s'attendait véritablement à avoir un procès parce que, étant donné, n'est-ce pas, les faits allégués, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, on se serait attendu, n'est-ce pas, à avoir un dossier bien structuré avec, n'est-ce pas, parce qu'on parle quand même de crimes contre l'humanité. Ça veut dire délit suprême. Oui, ça veut tout simplement dire qu'on s'attendait à avoir des ordres formellement donnés par Gbagbo, n'est-ce pas, à l'armée pour dire allez exterminer une partie ou alors exterminer, n'est-ce pas, une partie de la population sur la base soit de leur appartenance ethnique, soit de leur appartenance religieuse, parce que c'est de ça dont il était question, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. On disait parce que le Nord est musulman, Gbagbo veut exterminer les nordistes, il veut exterminer les musulmans et tout cela. Et donc, moi, je me serais attendu à ce que, vraiment, à la lumière des faits, qu'on nous prouve qu'il y avait un plan ourdi, n'est-ce pas, par Gbagbo et son équipe gouvernementale, avec l'architecture, n'est-ce pas, de l'armée, pour pouvoir exterminer une partie de la population ivoirienne sur la base de leur appartenance ethnique ou religieuse. Keneni, on a vu un balai de témoins, n'est-ce pas, étalant tous les jours leur ridicule, n'est-ce pas, passant de témoins à charge à témoins à décharge. On a vu tout cela et ça nous a quelquefois fait sourire un peu. Mais je vais dire, in fine, on s'est rendu compte que Mme Bensouda a présenté un dossier dont la vacuité n'avait d'égale mesure, n'est-ce pas, que le ridicule du personnage elle-même. Et aujourd'hui, après que en première instance, on se soit rendu compte qu'il y avait pas matière à poursuivre, n'est-ce pas, les deux hommes, et qu'on ait décidé de les acquitter, ils ont, avec la complicité de la France et, n'est-ce pas, des autorités gouvernantes en Côte d'Ivoire, réussi par un tour de passe-passe à restreindre, n'est-ce pas, les mouvements, je vais dire la liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, à les conserver encore à l'extérieur. Et aujourd'hui, que, n'est-ce pas, le temps réellement a eu des effets et oblige, n'est-ce pas, les gens à se détacher un peu de ce ridicule-là et en disant, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas éternellement garder deux individus, alors que sur le plan du droit, lorsque vous êtes acquitté, on ne peut pas trouver d'autres subterfuges pour pouvoir vous garder encore en détention.
Alors que les gens disent à Madame Bensouda, ben écoutez, trouvez des arguments de droit pour nous obliger à continuer de les garder. On se serait attendu qu'elle apportât des éléments nouveaux. Keneni, elle n'apporte pas des éléments nouveaux. Elle vient faire le procès, n'est-ce pas, des juges de la CPI qui ont mal jugé d'après ses déclarations. Sur la forme, il y avait beaucoup d'entorses, estimant que sur le fond, nous l'attendions sur le fond. Sur le fond, elle continue de ne rien présenter. Peut-être on se serait attendu qu'avec la complicité, n'est-ce pas, des autorités gouvernantes en Côte d'Ivoire, qu'elle allait encore chercher des éléments nouveaux, qu'il n'y en a pas, et au cours encore, n'est-ce pas, de cette audience, de ces 3 jours, là, je crois que ça a été encore le comble du ridicule, vraiment le comble du ridicule. Vous ne pouvez pas obliger un accusé de présenter un témoin. Non, s'il estime que vous n'avez pas suffisamment d'éléments à charge contre lui, ben écoute, il ne présente pas de témoin. Si vous aviez présenté des éléments qui faisaient foi, et donc dans ce cas, il pouvait dire non, je peux apporter un témoin pour, n'est-ce pas, dire le contraire. Parce que c'est un peu ça le droit. Il faut, n'est-ce pas, justifier les faits allégués à la lumière des faits au-delà de tout doute raisonnable. C'est de ça dont il est question. Elle n'en a pas été à la hauteur. Et je crois qu'aujourd'hui, le procès, n'est-ce pas, contrairement à ce que disait Bertrand, le procès a un enjeu. Mais ce qui n'est plus un enjeu juridique véritablement, c'est un enjeu politique et même calendaire. Je crois que aujourd'hui, je me dis qu'avec la complicité des autorités gouvernantes en Côte d'Ivoire, l'enjeu, c'est d'éloigner au maximum les deux hommes de la scène politique ivoirienne. C'est de les empêcher, n'est-ce pas, de répondre au calendrier. Il y a un calendrier électoral en Côte d'Ivoire. Prévu pour le mois d'octobre prochain. Et tout le monde sait le poids politique de ces deux hommes-là, n'est-ce pas, dans la scène politique ivoirienne. Tout le monde sait que si jamais ils débarquent en Côte d'Ivoire, ça va changer radicalement la configuration politique, ça va changer la donne, et puis toutes les cartes qui ont été construites jusqu'ici par, n'est-ce pas, M. Ouattara et compagnie pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer d'avoir la même mise sur la politique ivoirienne même après lui, toutes ces cartes-là vont s'écrouler et, n'est-ce pas, une nouvelle donne va s'imposer. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans un procès en dilatoire, perdre du temps, gagner suffisamment du temps, faire en sorte que M. Laurent Gbagbo soit éloigné au maximum, M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient éloignés au maximum de la scène politique, que le calendrier, n'est-ce pas, s'écoule, que le temps s'égrène et puis que les choses se tiennent sans eux. On sait également qu'il y a le facteur âge qui pèse. On sait également que si Laurent Gbagbo ne pèse pas sur, n'est-ce pas, les prochaines consultations, s'il ne fait pas peser de son poids sur les prochaines consultations, il est probable, ou alors il est certain qu'il ne pourra plus, n'est-ce pas, se présenter à une autre élection. Parce que, vous savez, il est fatigué, l'âge, et puis aujourd'hui, avec toute cette tracasserie, tout ce qu'il a subi sur le plan, n'est-ce pas, du matraquage et tout cela, ça pèse et ça joue un peu sur le plan psychique et psychologique, et donc dans les 5 prochaines années, il ne pourra véritablement plus se présenter. Donc je crois que c'est là l'enjeu véritable. Nous sommes partis du terrain politique pour jouer maintenant, du terrain juridique pour jouer maintenant sur le terrain politique, oui. Et aujourd'hui, je crois que on attend, n'est-ce pas, la décision des juges. Ils vont nous déterminer si oui ou non, avant octobre prochain, le président Laurent Gbagbo pourra regagner la Côte d'Ivoire avec le ministre Charles Blé Goudé, s'ils pourront véritablement être des acteurs de poids, n'est-ce pas, dans les prochaines consultations en Côte d'Ivoire. Albert Anatola ici, Fatou Bensouda parle de vice de procédure. Est-ce qu'il y en a eu? Écoutez, je voudrais, en matière de droit, je ne suis pas un juriste, mais vous savez, nous les journalistes connaissons les généralités. J'aimerais dans le cadre d'une procédure judiciaire, que ce soit en matière civile, en matière correctionnelle ou en matière pénale, comme c'est le cas. Oui, criminel. Très souvent, l'instruction est conduite par le parquet, c'est-à-dire le procureur. Et c'est le procureur qui peut apporter soit des éléments à charge ou à décharge. C'est le parquet. Et dans le cadre de la procédure contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le procureur de la CPI a eu le loisir pendant 3 ans de pouvoir apporter des éléments
dans sa posture d'accusation. Et il me semble, comme quelqu'un l'a dit dans le cadre de cet échange, que la plupart des témoins à charge que l'accusation a apporté dans le cadre du procès, ce sont devenus des témoins à décharge. D'autres même ne se reconnaissaient pas ils ne savent pas pourquoi ils sont là. D'autres ne connaissaient pas le village. D'autres ne connaissaient même pas le village. C'est des vrais ridicules en matière d'une procédure judiciaire. Mais je voudrais quand même dire une chose, qui est une parenthèse. Je pense que ce procès n'aurait pas dû lieu pour 2 raisons que je vais ajouter à la décharge de mon grand frère Tachinda. La première, on devait soulever au moins 2 exceptions. La première exception portant sur la récusation du procureur, parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Vous pouvez avoir un mari qui fait des business avec le régime d'Abidjan ivoirien, et avec le régime d'Abidjan, et vous êtes son épouse, et vous conduisez un procès contre certains acteurs politiques de ce pays-là. Pour ces raisons, ça devait faire l'objet d'une exception, donc d'une récusation de Madame le procureur Bensouda. La seconde récusation, forcément, il y a conflit d'intérêts. La seconde exception qu'on devait soulever, à mon sens, devait porter sur le fait qu'il y a l'absence des autres protagonistes. Parce que dans le cadre d'un conflit, puisque nous assistons, je veux dire, l'objet du procès de la CPI, c'est la crise post-électorale ivoirienne, où il n'y avait pas que 2 acteurs, il y avait plusieurs acteurs, notamment l'élite politique gouvernante en Côte d'Ivoire actuelle. Vous avez en filigrane Sarkozy, à l'époque des faits, président de la République française. Vous avez à l'époque les exécutants, c'est-à-dire le haut commandement de l'armée française. Oui. Alors, je pense que de ce point de vue, pour cette raison, les avocats de la défense devaient soulever également cette exception. De ce point de vue, ça devait justement annuler ce procès. Malheureusement, et vous savez, je crois que Tatina l'a également dit dans le cadre de cette tribune, à savoir qu'en réalité, l'objet et le but, n'est-ce pas, du parquet de la CPI, c'est d'éviter que cette affaire devienne politique, alors que fondamentalement, elle l'est. Parce que soulever ces exceptions, amener les débats dans ce sens, les conduire dans ce sens, ça nous ramène de manière, ça nous renvoie fatalement à un procès judiciaire, à un procès politique, parce que c'est ça qu'il s'agit. Or, malheureusement, il s'agit d'un procès politique. Mais non, lorsqu'on parle de vices de procédure, ah bien, c'est un peu incohérent à mon sens, parce que ce n'est pas déterminé au détriment et au profit de qui il y a eu vice de procédure. J'imagine que si Mme Fatoura Bensouda demande, n'est-ce pas, la reprise de ce procès en appel, j'imagine que c'est l'accusation qui a été victime d'une vice de procédure. Or, c'est l'accusation qui est le parquet, qui a conduit l'instruction. Ça ne se comprend pas sur le plan du droit. Sur le plan du droit, ça ne se comprend pas. Que vous avez mené, c'est vous qui avez conduit l'instruction. Mais c'est vous qui préparez le dossier de procédure en tant que parquet pour la mise en forme. Mais c'est vous qui avez auditionné les différents témoins. À charge, pour la plupart, et quelquefois à décharge, ou, entre guillemets, ignorants de ce pourquoi ils étaient là. Eh bien, moi je pense que nous sommes dans le dilatoire. Je pense que c'est Edmond qui le disait tout à l'heure là, que ça dit que nous sommes dans le dilatoire judiciaire, si ce n'est pas de l'acharnement judiciaire. Si ce n'est pas de l'acharnement judiciaire, je vais me tourner vers Eric Pepin-Bikaï. Pourtant, on a parlé, messieurs, je vous pose à vous surtout sa question d'acquittement. C'est quoi finalement un acquittement s'il faut faire un autre procès en appel? Eric Pepin-Bikaï. Non, il faut comprendre les enjeux de la libération du président Gbagbo et du ministre Bégoudé. Ces enjeux s'inscrivent justement dans la continuité. Mais je ne suis certainement pas d'accord avec Edmond à sa conclusion où il disait il faudrait que, compte tenu de l'âge, dans ses hypothèses, il pense que le président Gbagbo serait plutôt un acteur futur de la scène politique ivoirienne. Je pense qu'avec l'âge, avec tout ce qu'il a subi, le grand attrait, le grand homme politique attractif des deux, c'est le ministre Bégoudé.
Et je pense que... Justement, c'est ce que Mokat est en train de dire. Hein. Il a dit que c'est pas sûr qu'il pourra. Parce qu'il est déjà assez fatigué avec tout ce qu'il a eu pendant 9 ans à la Coupe internationale. Ce ne sera pas facile pour lui de se présenter comme candidat. J'aurais été le président Gbagbo, je me serais attelé à ce que le tapis rouge soit déroulé au ministre Blé Goudé, qui jouit d'une sagesse et d'une intelligence lui permettant d'être l'homme de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À côté de ça, il s'est préparé pendant qu'il était en procès, en mettant sur pied une formation politique qui est aujourd'hui reconnue en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le COGEP, le Congrès des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, qui est son appareil politique, au-delà du fait que c'est un fruit du Front populaire ivoirien. Donc, c'est ça l'enjeu de l'acquittement en réalité. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit un acquittement unilatéral, de telle sorte que les deux prévenus se retrouvent en train de se balader dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la Côte d'Ivoire est neutre, la Côte d'Ivoire est séparée, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne se parlent pas. Et l'un de ces éléments-là, c'est ce procès des vainqueurs qui a été organisé dès début 2012 avec le transfèrement du président Gbagbo à La Haye et puis suivi par son ministre ivoirien. On se serait un peu demandé si c'était les deux personnalités qui étaient au centre de cette crise post-électorale, parce que justement on ne retient que la crise post-électorale. Mais la crise post-électorale est conséquente à une série de déstabilisations du pays qui commence depuis septembre, si je ne me trompe pas, 2002. C'est véritablement à cette date-là que les problèmes en Côte d'Ivoire commencent. Et la différence aujourd'hui avec cette situation ivoirienne, c'est que cette situation a été mise sur la scène publique à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment à travers les médias. Donc, sans qu'on ne soit en Côte d'Ivoire ou pas, on peut savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi et qui aurait été à l'origine de quoi. Parce qu'en réalité, faire un procès, comme on disaient mes compagnons tout à l'heure, où seuls ceux qui ont perdu sont sur les bancs des accusés, c'était un peu une insulte pour le monde entier. Et cela me permet de dire, lors de la première prise de parole du président Gbagbo, il a dit exactement ceci. Je pense après là, il n'a plus jamais pris la parole de manière publique. Que, madame, j'ai été pris sous les bombes de l'armée française. Dès qu'il a dit ça dans son premier réquisitoire, après, le président Gbagbo n'a plus jamais été capable de pouvoir s'exprimer en public sur cette crise post-électorale. Ça s'est fait par l'intermédiaire de ses avocats, notamment Maître Kadi, qui a brillamment défendu ce dossier et a fait honneur justement au barreau du Cameroun. Donc, pour dire que l'enjeu de l'acquittement aujourd'hui, c'est cette continuité-là. On est convaincu que Ouattara s'est arrangé pendant les 10 dernières années qu'il a passé à la tête de la Côte d'Ivoire à pouvoir auto-flageller ceux qui étaient capables de pouvoir prendre la relève. On a parlé par exemple de M. Guillaume Soro. Oui. On a parlé d'autres acteurs, notamment Henri Konan Bédié, qui est une super curiosité planétaire, hein, parce que l'engagement actuel de Bédié présage au fait que la liquidation de Gbagbo n'était pas forcément bien consentie entre les différents partis. Parce que si Bédié revient à 86 ans, avec tout ce qu'il a comme jeune loup tout autour du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, notamment je pense à l'homme d'affaires PDCI, je pense à l'homme d'affaires, c'est Villon, non? Pascal Villon, si je ne me trompe pas. Villon, voilà. Je pense à Kakabé, qui sont des jeunes qui montrent, qui pouvaient porter le PDCI pour cette élection-ci. Il essaie de les sacrifier pour faire son autoglorification en se disant qu'il est candidat à cette élection, à 86 ans. Je ne vois pas le président Bédié être capable de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour présenter son projet de société. En tout cas, il n'est pas encore candidat là-bas, encore officiellement. Voilà. C'est quand même une curiosité. Mais c'est tout l'enjeu de cet acquittement. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le ministre Blé Goudé ou le président Gbagbo, leur acquittement doit être total. Et ça ne doit pas être l'objet de leur résidence surveillée dans les pays occidentaux. Ils veulent rentrer chez eux et soient libres de toute charge concernant cette crise post-électorale. Libre d'être accueillis dans les 123 pays qui ont signé d'ailleurs le traité de Rome. Il faut non, le tout, ce n'est pas d'être accueillis dans les 123 pays qui sont signataires du traité de Rome. Le tout, c'est que ces deux fils de Côte d'Ivoire et fils d'Afrique veulent rentrer chez eux, comme la plupart des Africains aiment le chez eux, sans toute autre forme de procès. Mais il y a également une conditionnalité. Peut-être c'est ça l'enjeu de cet appel. Parce que leur rentrée en Côte d'Ivoire est conditionnée par les bonnes grâces des autorités ivoiriennes à vouloir les accueillir ou pas.
il faudrait également que ce verrou-là soit levé et que, comme Bemba en 2018 ou en 2019, si je ne me trompe pas, qu'ils soient capables de rentrer chez eux. C'est tout ce que nous c'est la loi. La loi voudrait que parmi les pays pays signataires du traité de Rome, il faut préciser par ailleurs que c'est à eux de déclarer haut et fort qu'ils acceptent justement que les deux hommes rentrent. Donc c'est également aux autorités d'admission de signer un papier pour dire maintenant vous pouvez rentrer au pays. Voilà. Je vais me tourner vers Bertrand Tachinda. Bertrand Tachinda, il y a quand même un autre problème. Donc finalement, Charles Blé Goudé et Laurent Koudou-Babo ont passé 9 ans du côté de la haie pour rien, pour un procès bidon. Mais c'est un problème. C'est un véritable problème. Eh bien, moi, je suis quelqu'un de relativement opposé au fait que on oppose l'âge, en quelque sorte, ou bien pour disqualifier, ou bien on oppose l'appartenance ethnique pour disqualifier un candidat. Je rappelle que le PDC, le FPI de Laurent Gbagbo, c'est un parti où il y a des cadres extrêmement brillants. La preuve est que j'ai suivi dernièrement l'interview du Premier ministre Affi N'Guessan. J'en avais écouté beaucoup sur ce monsieur. Tout ce qu'il disait ne me plaisait pas. Voilà un cadre assez brillant. Donc, nous expliquer que le FPI devrait faire la part belle au jeune ministre Blé Goudé, au simple fait que M. Blé Goudé a des ambitions à son jeune COGEP, où il n'a pas un seul élu. On n'est pas très sûr que véritablement, il soit véritablement implanté. Lui-même le dit, je suis une créature du président Gbagbo. Je n'irai jamais en confrontation contre le président Gbagbo. Ça me cause un véritable problème. C'est-à-dire que M. Blé Goudé, il est libre, il a un parti politique. Ben, s'il prend cette position, c'est qu'il est conscient qu'il est encore un peu jeune. Deuxième des choses, dans ce procès-là, on ne va pas évacuer un certain type de questions. C'est-à-dire que qu'il soit condamné en appel, ce que nous n'y croyons pas beaucoup, ou qu'il soit relaxé. Parce que c'est l'essence même de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tout le monde parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais la réconciliation en Côte d'Ivoire doit se faire sur la vérité. Vous ne pouvez pas faire une réconciliation sur le mensonge. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vont prononcer le mot réconciliation pour faire bien à la télé. Oui. Il y a quelques questions auxquelles il faudra quand même répondre. Qui étaient les principaux têtes politiques de la rébellion? Ben, le procès doit répondre. C'est pour ça que moi je vais même plus loin. Il faut procès en appel. C'est-à-dire, je suis embêté que l'appel s'arrête au bout de 3 jours de procès. Comme on dit, maintenant, c'est nous qui voulons palabre. C'est-à-dire, on veut parler. C'est-à-dire, les gens sont frustrés à Abidjan. Je peux vous dire que je suis ami avec les gens du COGEP. C'est mes amis. Ce sont des amis d'Edmond Kouyaté. Non, on ne se cache pas. Je ne me cache pas. Nous avons reçu ici le conseiller politique et le porte-parole de Blé Goudé. Comme on dit souvent, il nous a envoyé un pli fermé, on l'a rencontré pour des discussions. Donc on parle, ce sont nos amis. Mais il faut répondre à ça. Qui a gagné les élections? Mais vous avez oublié. C'est ça qui amène le problème. Vous faites quelle réconciliation si vous ne répondez pas à ça? Madame Bensouda, on veut ça. C'est pour ça que certains témoins sont frustrés. Certains témoins de la défense sont frustrés de ne pas parler. On veut parler. Mais Paris et l'ONU ne veulent plus assumer le procès. On ne veut plus assumer. À la limite, même on laisse Madame Bensouda que bats-toi comme tu peux pour l'affaire là. Et les dernières décisions de la CPI, c'est-à-dire de dire qu'on va relâcher en quelque sorte une forme de restriction qui pesait sur vous, c'est une préparation déjà à la libération totale de ces gens. C'est une préparation que pèse sur le plan politique le pouvoir d'Abidjan, franchement. C'est-à-dire que si demain le procès en appel, ils sont acquittés, excuse-moi, nous serons pratiquement déjà dans une véritable procédure de les accompagner à Abidjan. Que pèse M. Ouattara qui a transformé le pays en un narco-État où les premiers ministres sont des parrains de la Camorra, sont des détaillants de la cocaïne, c'est-à-dire qu'on des partenaires homosexuels qui crient sur la télévision que non, c'est parce que j'ai problème avec lui, c'est-à-dire je suis son partenaire sexuel, je peux plus être son ami, ou les ambassadeurs des États-Unis expliquent que il faut poursuivre ces délinquants. Qu'est-ce qu'ils auront comme puissance, comme pouvoir politique, ressort politique et même gendarmerie? Ils n'ont même pas de gendarmes, ils n'ont pas d'armée pour empêcher que le président Gbagbo rentre véritablement en Côte d'Ivoire retrouver ses partisans. Non, je n'y crois pas un seul instant. Ces petites histoires de distribuer les 20 ans de prison, c'est encore pour faire plaisir à quelques dindons de la farce qui croient encore en ce régime relativement laminé et qui ne peut plus rien produire. Qui a gagné les élections?
Et qui a financé la rébellion? Mais il faut des réponses à ces questions-là. Paris ne veut plus assumer. Maintenant, en ce qui concerne véritablement le contexte mondial, il a beaucoup changé. Le monde s'est reconfiguré. Le Conseil de sécurité s'est fissuré. Vous avez d'un côté ce que j'appelle les nouveaux émergents, qui se disent que ce n'est plus possible. Les questions du monde, nos intérêts géostratégiques, font que ici au Conseil de sécurité, nous n'allons plus jamais nous abstenir. C'est terminé ça, nous n'allons plus jamais nous abstenir. Afrique là, chez Africains là, il y a business à faire. La Chine pour l'instant depuis 2009, c'est déjà, ça monte à 300 milliards de dollars. Moscou estime que moi je suis à 50 milliards de dollars alors que je suis sous sanctions américaines et sous sanctions européennes. Pourquoi moi je ne peux pas aller monter mes affaires avec les gens là et passer à 400 milliards de dollars, plus que la Chine et Pékin. Donc vous apportez affaires d'Africains au Conseil de sécurité, on va parler là-dessus, on va se prononcer là-dessus. Et quand vous regardez le monde occidental, la Grande-Bretagne a dit bye bye à l'Union européenne. Je ne suis plus dans cette histoire, dans ce mensonge, dans cette union politique qu'on a vendue au peuple. On nous a dit que cette union politique, cette union économique allait apporter le bonheur. Il y a le bonheur en Europe. Il y a le bonheur. C'est la misère terrible. Un Français sur 6 est pauvre. En France, quand vous êtes cadre moyen, vous achetez un téléviseur en prenant un crédit à la consommation. Je dis un téléviseur. Vous arrivez dans mon village, tous achètent des téléviseurs parce que ce sont des commerçants, il va à la boutique, il achète son téléviseur. Je dis cadre moyen. Ça veut dire que vous êtes enseignant, professeur, vous êtes, comment je vais dire, artisan, vous êtes cadre d'entreprise, vous achetez un téléviseur après avoir pris un conduire à la consommation. Ça veut dire que les gens sont relativement pauvres. Vous regardez les États-Unis, et oui, je veux surprendre tout le monde. Moi, je crois que pour Africains, il faut militer pour la réélection de M. Trump. Ah ouais, Joe Biden ne nous inspire rien. C'est un voyou, Joe Biden. Il viendra vous faire une guerre. Il faut militer pour Trump, qui explique que non. Non, cette histoire-là, vraiment, il faut revoir cette histoire-ci. Que chacun se batte d'abord pour son bonheur à lui. Et davantage, quand vous tirez les conclusions, le monde serait plus sécurisé si tout le monde était heureux. Si Africain est heureux, Asiatique est heureux, Européen est heureux, Américain est heureux, il n'y aurait plus de guerre. Là, maintenant, on rentrerait véritablement dans des négociations pour être encore plus heureux. Mais quand vous allez créer ce qu'on voit en Côte d'Ivoire chez les autres, comment le monde peut être sécurisé? Ça veut dire qu'on n'a pas la puissance, la capacité nucléaire, mais on a la capacité de développer des enfants qui vont mettre des bombes dans les poches pour aller sécuriser chez vous. Avec toutes les bombes nucléaires, vous ne luttez pas contre le terrorisme. Vous pouvez être une puissance nucléaire et aller même négocier avec les terroristes et dire que papa, arrêtez cette histoire. Parce que personne n'a la parade contre ça. Si un voyou décide d'entrer ici, il dit que tiens, il nous apporte une enveloppe et il déclenche sa bombe, qu'est-ce qu'on fait? Comment on lutte contre ça? Donc vous voyez donc que ces enjeux-là sont véritablement importants pour ça. En fait, je chute en expliquant que voilà aussi la raison pour laquelle je suis fondamentalement pour le respect de l'état de droit. À chaque fois, regardez en Afrique, qu'on a fait partir un président sans respecter les formes. Tout le monde sait la détestation que j'avais contre le président Mobutu. Fallait-il le faire partir de la façon dont on l'a fait partir? Point d'interrogation. Conséquence, 2 guerres de Congo, 5 millions de morts. Mobutu, oui, tout le monde le sait. Tout ce qu'il disait n'était pas mauvais. Il a muté Mobutu pour devenir en fait un affreux personnage. Je le dis. Mais en même temps, quand vous regardez l'histoire politique de Mobutu, il a des discours qui me font plaisir. Et il y a certains discours qui me font plaisir. Mais regardez la façon dont on l'a fait partir. Regardez les conséquences sur le Congo. On va expliquer à Congolais que c'est parce qu'il n'y a pas alternance chez toi. Mais il vient d'avoir alternance là. Pourquoi il y a toujours autant d'insécurité? Il vient d'avoir alternance. On a même un président très jeune. C'est-à-dire que comme on nous explique ici, le président Gbagbo est vieux, vraiment, Henri Bédia a 86 ans. Mais il y a un jeune en RDC. Son directeur de cabinet a fait 1 an, 50 millions de dollars déjà dans la poche et de voler. Un an. Directeur de cabinet, il a fait 1 an. 50 millions de dollars volés, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Donc vraiment, cette histoire-là, vraiment, je chute rapidement pour expliquer que des questions que j'ai posées là, vous ne répondez pas à ça, peuple ivoirien. Ça sera véritablement une mauvaise réconciliation. On peut répondre à ces questions-là. Verser les larmes, invoquer la Bible, invoquer le Coran, pleurer, jurer que plus jamais, mais répondre à cette question-là. Qui a gagné les élections? Et tel que prend, en quelque sorte, le chemin du procès en appel, on a presque la réponse de
qui avait gagné les élections en Côte d'Ivoire. C'est de là que tout part. Comment vous réglez le problème ivoirien sans répondre à cette question? Comment vous réglez le problème ivoirien sans poser quelques questions à Paris? Et tous ceux à Paris qui avaient amené cette histoire, regardez leur fin de carrière, ils sont tous devant les tribunaux. Tous. Pour délinquance. Monsieur Sarkozy le premier, 5 ans de présidence, une demi-douzaine d'affaires dans le cul. Non, franchement. On vous comprend, Bertrand Tatinda. Je vais me tourner vers Edmond Kuaté, vous l'avez bien compris. Hein. Il y a quand même des questions qui sont restées en suspens, qui n'ont pas été répondues. Mais pourtant, du côté de la Côte d'Ivoire, on fait semblant de n'avoir pas suivi justement ces questions. On ne va pas également oublier que, comme le disait d'ailleurs Bertrand Tatinda il y a encore quelques secondes, Sarkozy, il a pas mal de procès qui le poursuivent. Et pour la première fois du côté de la France, on a vu un président, un chef de l'État, un ancien chef de l'État, passer une nuit en prison. Ah ben... Disons que ça fait partie des soubresauts de cette affaire ivoirienne. Il y en a tellement. Oui. L'une des curiosités, n'est-ce pas, de ce procès ou alors de cette affaire ivoirienne, c'est que justement, on s'arrange toujours à séquencer, à limiter le problème ivoirien à la crise post-électorale. C'est assez curieux. On veut faire croire aux gens que la crise, c'est-à-dire que la sémence de la crise ivoirienne part des élections. C'est faux. Faut pas commencer un procès au milieu. C'est que vous n'aurez jamais de procès. Faut commencer le procès au début. La crise ivoirienne commence, nous le savons, c'était en 2002. Le premier coup d'État, n'est-ce pas, d'abord avec déjà la mort, l'assassinat de Robert Gueye, du général Gueye, ensuite avec le premier coup d'État contre Laurent Gbagbo, et ainsi de suite. À partir de cet instant, Laurent Gbagbo, toute sa vie, s'est battu pour stabiliser son pays. Et qui était sous embargo. Il avait en face de lui une rébellion qui a été assumée par quelqu'un. Guillaume Soro ne s'est jamais caché qu'il était le chef de la rébellion. Même si nous savons que au devant de la rébellion, véritablement, il y avait un certain Ibrahim Koulibaly, décédé, qui a été tué. Par qui? Ça fait partie des questions. Donc, vous ne pouvez pas résoudre c'est-à-dire que le problème ivoirien, vous ne pouvez pas résoudre ça et parler de réconciliation tout de suite si vous n'avez pas répondu à un certain nombre de questions. Qui a apporté la rébellion en Côte d'Ivoire? Ibrahim Koulibaly a assumé une partie. On a ces vidéos où il assume, où il dit comment il est parti au Burkina, comment il a bénéficié, n'est-ce pas, de l'appui de Blaise Compaoré. Et ensuite, on sait comment Guillaume Soro arrive dans cette crise-là. Il arrive comme porte-parole. À l'époque, la rébellion est encore en pleine formation. Et on nous a dit qui les a financés. Les vidéos sont là, c'est assumé. Monsieur Ouattara doit nous dire quel a été son rôle dans la rébellion en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il réponde à cette question. Madame, vous l'appelez comment? Madame Bensouda nous a dit, quand nous lui avons posé la question plusieurs fois, Madame, comment se fait-il qu'après une crise, vous pouvez décider de mettre un seul camp sur le banc des accusés? Nous n'avons eu de cesse de lui poser cette question. Cette dame nous a répondu, nous sommes en train d'approfondir les enquêtes sur l'autre camp et le moment venu, nous allons les amener sur le banc des accusés. Ça fait 9 ans. Hein. Ça fait 9 ans, malheureusement. Alors, moi, quand on a parlé d'appel, évidemment, comme Bertrand, je me serais attendu à ce que Bensouda nous dise, bon, écoutez, nous allons rouvrir l'autre pan du procès. Et cette fois-ci, j'ai des acteurs nouveaux que je dois amener sur le banc des accusés. Notamment Alassane Ouattara, Guillaume Soro, les Comzones, tous ces chefs d'Ozo-là, Français, Nations Unies. Et surtout, Choi voilà un et Sarkozy. On ne peut pas mettre de côté ces acteurs-là. Si vous voulez véritablement savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, si vous n'entendez pas Choi, si vous n'entendez pas Sarkozy, si vous n'entendez pas l'ancienne ministre de la Défense, comment elle s'appelait la dame là, Michel Alliot-Marie, si vous n'entendez pas toutes ces personnalités-là, vous n'allez jamais savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé en Côte d'Ivoire. Et puis, maintenant, il y a quand même une question de fond qui demeure. Bah, dis donc,
Qui a gagné les élections? Mais vraiment, on ne peut pas échapper à cette question. Mais il faut qu'on nous Qui a réponde gagné à les élections? Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Parce que tant qu'on ne répond pas à cette question, on ne saura pas pourquoi il y a une crise post-électorale et qui en était véritablement les artificiers. Il faut qu'on nous dise. Parce que nous savons, ce qui a installé M. Ouattara au pouvoir à Abidjan, ce n'est pas le peuple ivoirien. Moi, je peux le dire de manière péremptoire. Et amenez-moi à la CPI, je le dirai en face de Bensouda et de tous les juges, ce sont les chars français, les grenades et les bombes françaises qui ont placé M. Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis, qu'est-ce que vous attendez d'un peuple? Que le peuple ivoirien se reconnaisse en monsieur. Monsieur Ouattara dirige des mains de fer. Monsieur Ouattara ne dirige pas parce qu'il a été adoubé par le peuple ivoirien. Non, il dirige tout simplement, et il a démontré à plusieurs fois dans ses faits, dans ses gestes, dans ses attitudes, dans ses déclarations et dans tout ce qu'il fait, qu'il est véritablement un représentant commercial et industriel à la solde d'une puissance ou alors des superpuissances. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et donc aujourd'hui, pour moi, il est question, même s'il faut parler de réconciliation, il est question de répondre à un certain nombre de questions, parmi lesquelles, quel a été le rôle de M. Ouattara dans la rébellion en Côte d'Ivoire? M. Guillaume Soro, venez nous dire. M. Guillaume Soro doit nous dire la vérité. Il doit parler. Aujourd'hui qu'il est en disgrâce avec le régime qu'il a soutenu hier, il faut qu'il nous dise qui les a financés de 2002 à 2010. Comment est-ce qu'ils ont fait? On sait très bien le rôle également qui a été celui de M. Blaise Compaoré. Lui aujourd'hui qui se terre en Côte d'Ivoire, qui a pris la nationalité ivoirienne. Un ancien président du Burkina Faso. Qui est devenu ambassadeur de Côte d'Ivoire. Qui est devenu ambassadeur du Côte d'Ivoire. Mais autant de curiosité. Donc il y a très grande curiosité d'ailleurs qu'un chef de l'État quitte son pays, va justement dans le réfugier pays voisin, en Côte d'Ivoire. Dans le pays voisin. Et tout de suite, il est ambassadeur et il de prend Côte la d'Ivoire. nationalité. Il prend la nationalité. Et il devient ambassadeur. Donc il y a tellement de choses à dire. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, le mot acquittement devrait prendre toute sa plénitude, sans autre forme, n'est-ce pas, de quoi que ce soit. Ça devrait prendre toute sa plénitude, permettre à M. Laurent Gbagbo, à M. Charles Blé Goudé de rentrer calmement et bonnement en Côte d'Ivoire. Alors, seulement quand ils sont rentrés, en tant qu'acteurs importants de cette crise-là, ils pourront s'asseoir avec les autres. Moi, je connais M. Laurent Gbagbo, je lui fais confiance. Ce n'est pas quelqu'un de revanchard. M. Laurent Gbagbo ne demande pas forcément à ce que M. Ouattara s'assoie sur le banc des accusés à la CPI. Je crois qu'il n'est même pas dans cette configuration. Je connais ce monsieur. Parce que pour avoir quand même, après tout ce qu'il a subi, sachant qui était M. Guillaume Soro, il lui a tendu la main plusieurs fois. Il lui a dit, viens, asseyons-nous, discutons, négocions. Ce n'est pas tant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait dans son dos. Il le savait. Mais comme c'est un monsieur épris de paix, c'est un monsieur qui a des fortes aspirations de paix, de tranquillité, de stabilité. Il n'aspire pas à déranger, à enquiquiner les gens. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un monsieur qui demande à voir forcément, Ouattara aller à la CPI, non. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on réponde véritablement aux questions que nous avons posées. Qui a fait quoi? Et alors, ensemble, ils se parlent et ils se disent, écoutez, c'est le passé. Ça a été une mauvaise passe de notre histoire. Ça a été une mauvaise passe dans notre histoire. Passons un coup d'éponge dessus. Mais aujourd'hui, au moins, les Ivoiriens peuvent faire leur deuil. Parce que n'oublions pas, quand on parle de 3 000, de 5 000 morts, c'est quand même des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, continuent de pleurer et de se demander pourquoi est-ce que nous avons perdu. Qui est le coupable? Parce que le problème n'est pas d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais c'est quand même de répondre, de dire aux Ivoiriens, aux victimes, c'est quand même de leur dire qui est le responsable des deuils, des détresses et de tout ce que vous portez aujourd'hui. Qui en est véritablement le responsable? Et ces responsables, nous le connaissons tous, même si nous feignons de ne pas le connaître. Nous le connaissons tous et ils sont là, ils sont connus. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on colle un visage connu de tous à ces responsables-là et permettre aux Ivoiriens de faire le deuil, de passer à autre chose véritablement et de pacifier la Côte d'Ivoire, de réconcilier la Côte d'Ivoire afin que ce peuple que nous aimons tous
ce peuple qui nous est frère et ami, qu'il puisse véritablement se dessiner dans une nouvelle trajectoire pour écrire, n'est-ce pas, d'autres pages. Albert Anatola, ici, un seul camp se retrouve à la Cour pénale internationale depuis 9 ans aujourd'hui. Pourtant, l'autre camp, tous sont en vie. Tous sans exception, il faut bien préciser, en dehors de Ibrahim Koulibaly qui est mort. Tué. Mais le reste qui a été tué d'ailleurs, Assassiné. tout le reste est en vie. On a déjà cité des noms ici. Hein. Ouattara aussi. Ouattara qui est également décédé. Mais le reste, tout le monde est encore en vie. Je veux commencer par répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est quoi l'acquittement? Oui. Acquitter une personne, c'est lui rendre sa liberté au motif d'absence ou d'insuffisance de preuves. C'est ça, acquitter quelqu'un. Rendre à quelqu'un sa liberté au motif d'absence ou d'insuffisance de preuves. Et dans le cadre du procès Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, il appartenait à l'accusation de rapporter les preuves de ces allégations, si vous voulez. Est-ce que l'accusation a apporté des preuves? Non. Nous avons vu quelquefois des montages vidéo qui n'avaient rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui était là tout à l'heure, qui est mort, qui était mort. Après, il se relève après. Quelques temps après, quand on revient sur le même endroit, il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, on a vu ce genre de choses. Et je pense que c'est vraiment ridicule sur le temps qu'il s'agit d'une compatriote africaine qui joue ce mauvais rôle. Comme si c'était dans un théâtre. Ah, Bobo. Ah oui, absolument. Donc, je pense que tout à l'heure, je l'ai dit dans ma première prise de parole, à savoir que ce procès ne devait même pas avoir lieu. Parce que c'est une exception que les commissaires et les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devaient se lever. Que oui, on voudrait bien qu'il y ait un... Parce qu'un procès est supposé être contradictoire et objectif. Fondé sur les éléments de droit, sur les éléments pertinents de droit. Il y a donc une scène, c'est-à-dire la scène des crimes d'Abidjan, c'est-à-dire de Côte d'Ivoire d'une manière générale. Mais n'allez pas me dire quand même que c'est Laurent Gbagbo étant déjà embastillé entre les mains des forces françaises qui a encore allé tuer certains membres de son gouvernement par la suite. N'allez pas me dire que c'est Laurent Gbagbo qui allait dans certains quartiers populaires d'Abidjan allait tuer la plupart de ses partisans. Non. Il y avait là-bas ce qu'ils appelaient les escadrons de la mort, qui faisaient la chasse aux pro-Gbagbo, bien pro-Goudé, Charles Blé Goudé, nous le savons. C'était toujours les partisans de Gbagbo qui faisaient ces travaux-là. Et puis, ne me dites pas que l'armée française est entrée au bunker du palais présidentiel ivoirien sans avoir fait de victimes, parmi lesquels les civils. Mais je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Et là, également, une fois de plus, j'interpelle l'Union africaine. Pour une fois, l'Union africaine avait à sa tête à l'époque une marionnette, un certain Jean Ping, qui n'a pas su prendre ses responsabilités en ce temps. Maintenant qu'il y a eu un changement de contexte et surtout de personnage à la tête de l'Union africaine, il va donc falloir justement que l'Union africaine, en tant qu'institution continentale, puisse prendre ses responsabilités. De ce point de vue, et là je suis d'accord avec le grand frère Tachinda, on ne peut pas parler de réconciliation sans la vérité. Et la vérité implique beaucoup de choses. D'abord, que tous les acteurs de cette macabre histoire puissent être identifiés et que chacun en prenne ses responsabilités. Au rang desquels, pas seulement Paris, mais également, moi je parle de l'ONU, au rang desquels le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, au rang desquels justement Paris, et au rang desquels... Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel du Golfe? Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel du Golfe? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, le régime d'Abidjan a intérêt à ce que les deux personnages qui sont embastillés à la CPI ne viennent pas à Abidjan pour une raison simple. Laurent Gbagbo s'est donné la liberté de démanteler certains accords de Léona qui étaient signés entre la Côte d'Ivoire et Paris. Notamment pour ce qui concerne la nationalisation de l'exploitation du cacao. Parce que c'est le cacao qui amène Laurent Gbagbo à avoir une prison politique. C'est le problème, c'est le cacao. Le cacao. Donc, maintenant, quand on a dit cela, la preuve c'est que grâce au cacao, il a quand même réussi à payer les salaires des fonctionnaires ivoiriens. Pendant tout son temps. Pendant qu'il était sous embargo. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter. Et puis, il y a également un problème de communication. Parce que les gens, vous savez, il y a une manipulation au niveau de la communication. Je pense qu'il faut que l'opinion ivoirienne, dans son entièreté, fasse preuve de beaucoup de recul.
dans la perception de la communication qui est faite autour du procès Laurent Gbagbo. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que la vérité, entre guillemets, jaillisse d'un côté. Il faut que cette opinion ivoirienne fasse preuve de beaucoup plus de curiosité pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une question fondamentale qui a été... Attends, c'est quoi cette affaire, cette histoire de président élu et de président reconnu? Ça veut dire qu'on reconnaît justement qu'il y a eu un président qui a été élu. Il y a un président qui a été reconnu. C'est-à-dire Laurent Gbagbo, qui avait la légitimité. Peut-être pas la légalité, mais la légitimité. C'est-à-dire qu'il a été élu, mais l'autre qui avait la légalité parce qu'il avait derrière lui... La communauté internationale. Non, la communauté internationale, il avait derrière lui Paris. Paris qui est pratiquement le propriétaire de toute la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que il faut que chacun, si on doit pouvoir reprendre ce procès, il faut qu'on le reprenne avec tous les acteurs. Si jamais tout le monde a besoin justement que le procès soit en appel, je vais me tourner vers Yves Pépin Bikaï. Vous avez suivi justement Albert Anatole ici. Tout à l'heure on parlait, d'ailleurs c'est en Côte d'Ivoire, lors de l'élection présidentielle de 2011, qu'on s'est rendu compte, enfin pendant la crise post-électorale, qu'on s'est rendu compte qu'il existe deux termes. Un président élu et un président reconnu. Et toutes les chaînes françaises, il faut le dire, ont épousé d'ailleurs les deux termes. D'un côté on avait un président lui qui était justement Laurent Gbagbo, et de l'autre côté on avait un président reconnu qui était Alassane Dramane Ouattara. Une drôle d'histoire qui a commencé depuis cette crise, enfin depuis l'élection présidentielle. Un président élu qui a même demandé au comptage de voix pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour le dire. Justement, un président. Et on a détruit tous les bulletins de vote. Quand même bizarre. Ça veut dire que à un moment donné, on est dans un cinéma depuis l'élection en Côte d'Ivoire en 2010. En zone francophone aussi, ça s'est zone francophone. À d'autres pays, le Gabon, le Cameroun, et puis dans une moindre mesure en RDC, avec Fayoulou. Non, il faut le dire, c'est qu'il y a eu un gros mensonge, disons ça comme ça, c'est le titre d'un film d'Arnaud Schwarzenegger, si je ne me trompe pas. Un gros mensonge sur l'affaire ivoirienne. Parce que quand on a contraint le régime Gbagbo à organiser les élections, ce monsieur a accepté d'aller aux élections sans conditionnalité. Parce il ne voulait pas d'ailleurs aller à l'élection, voilà, en réalité, d'abord désarmer. Voilà. Mais il n'a pas désarmé le Nord. Il n'a pas désarmé le Nord. Marcoussi, c'était ça. Voilà. Va aux élections et la rébellion des armes. Il a accepté d'y aller sans conditionnalité, notamment le désarmement des rebelles. À côté de ça, ils ont mené une campagne à la ivoirienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que de tous les pays d'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire est un pays qui est tellement politisé. C'est-à-dire que depuis les corporations des lycées et universitaires, il y a des fines crèmes de ceux-là qui seront des acteurs politiques. Ça commence très tôt. Donc, et puis, c'est aussi un pays où les citoyens ont une opinion assez tranchée, sans faire l'objet d'une certaine corruption morale ou financière. Donc, ils vont aux élections en 2010 et au second tour, on fait croire que les résultats de ces élections-là sont calqués sur le prisme de la sociologie. Parce que le vieux Bédié se serait allié à Ouattara et le poids politique, en fait, le poids démographique de la tribu du vieux Bédié, associé aux élections, aux électeurs du Nord, renversait littéralement la présence populaire de M. Gbagbo, que non. Et c'est la raison pour laquelle je donne raison à Ben Anatola ici. Parce que à cette élection-là, l'Union africaine y a envoyé des observateurs qui ont rendu leur copie et qui disaient clairement que M. Gbagbo, sur la base du vote populaire, avait gagné les élections. Mais cette Union africaine s'est dédiée plus tard pour dire à Gbagbo de remettre le pouvoir au président reconnu, comme on disait tout à l'heure. C'était quand même une curiosité en termes de prise de parole sur l'espace public. Et à côté de ça, Edmond le disait tout à l'heure, il y avait des lignes qui disaient que c'est M. Ouattara qui était le parrain de la rébellion en Côte d'Ivoire. Ça ne se le cachons pas. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure Koulibaly. Qui était Koulibaly? Koulibaly était autre que le gars du corps de Ouattara lorsqu'il était Premier ministre, c'est connu. Et il le dit, que c'était un jeune qui était mon gars du corps. Donc c'était à lui qu'incombait la responsabilité d'organiser toute la rébellion. Malheureusement, ses capacités intellectuelles ne permettaient pas d'arriver au cime de ce projet. C'est la raison pour laquelle Soro entre en scène comme porte-parole, étant avec son passé autant pour moi, de leader de la Fédération des étudiants de Côte d'Ivoire. Donc c'était quelqu'un qui était connu dans l'espace socio-politique, en fait, des revendications. C'est comme ça qu'il arrive dans cette histoire-là. Et plus tard, quand l'affaire s'achève, Ibrahim Koulibaly pose ses conditionnalités
pour continuer à cheminer avec son ancien maître. Il pose 2 conditions. Première condition, c'est que Soro soit sous sa botte. Deuxième condition, c'est qu'il hérite du ministère de la Défense. C'est connu, c'est archivé. Ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est ce qui a certainement été, parce qu'il s'est entêté, s'est radicalisé, a été à l'origine de son assassinat. Il faut le dire. Par qui? Certainement pas par Gbagbo. Il était déjà au Jol à Korogo, tranquille. Et puis il a été transféré de là. Donc on veut dire que la Côte d'Ivoire s'est construite sur le prisme des crimes et qui continue à être perpétrés. Regardez un peu le cinéma que Ahmed Bakayoko nous a servi il y a 2 semaines, avec l'attaque de Kafolo. Une semaine après, il dit qu'il a retrouvé le leader. Où est passé ce leader? On cherche toujours ce leader. On cherche toujours le visage de ce leader. Ça, c'est du gros n'importe quoi qui ne passe plus à ce monde, parce qu'on connaît cette technique de dissuasion pour essayer de se plancher, essayer de se relancer sur la scène politique. Donc, ce problème de président que vous évoquez tout à l'heure est un problème qui s'est transposé même après, plus tard, parce que l'arroseur arrosé, la première personne qui subit ça, c'est Ping. Parce que lorsque lui s'est présent en 2015 aux élections, il veut utiliser également les mêmes techniques qu'ils ont mis en branle en Côte d'Ivoire, sauf que ça ne passe pas. La révolution orange. Voilà, ça ne passe plus. Il est victime de ses propres crachats qu'il a envoyés en l'air. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, pour sortir de cette crise, comme on dit, il y a des vérités. Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Certainement, on ne dira pas que c'est le camp Ouattara, parce qu'ils ont perdu littéralement ces élections. Deuxième acteur, il faut que M. Choi sorte de sa retraite et qui dise au monde entier quel était son agenda en Côte d'Ivoire. Il y a également une grosse mascarade par rapport au rôle de l'ONUCI dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Troisième élément, certainement, c'est que pourquoi les Ivoiriens sont morts? Pourquoi a-t-on voulu tribaliser la Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne faut pas oublier, il a parlé tout à l'heure des cadres du FPI. Monsieur Koulibaly est un originaire du Nord. Il n'est pas originaire du Sud. Et aujourd'hui, on sait son poids politique, malgré le fait qu'il n'est plus du FPI. On connaît le poids politique, la pertinence, la sagacité des idées de ce monsieur. Le FPI, d'ailleurs, il faut diviser à tout prix. Parce qu'il faut voilà. le FPI, donc, c'est l'objectif également. Pour arriver à dire que la Côte d'Ivoire, certainement, n'a pas fini de penser ses prêts. Ils sont dans un état d'accalmie, mais il faudrait qu'on aille plus loin pour essayer de remuer le panier, afin que les responsabilités soient partagées. Soro ne parlera jamais. C'est le principe de la mafia. Il ne parlera jamais. Il sera en froid avec son maître, mais il espère qu'il va revenir dans les bonnes grâces. Il va prendre les rênes de ce pays-là. Il ne parlera jamais, quelle qu'en soit la pression qu'on mettra, ou bien la paille qu'on mettra dans son œil, il ne parlera jamais. La preuve, c'est la silence. J'attends toujours que le ministre Marafa nous dise comment il a organisé les élections en 2002. Il a écrit une dizaine de lettres, mais il ne dira jamais comment il a organisé ces élections. C'est le principe de la mafia. Ne vous inquiétez pas, les gars, on appelle ça, vous vous rappelez le titre d'un film, on l'appelle Le silence des agneaux. Voilà. C'est le Bertha, mon neveu. J'ai oublié de dire qu'il a parlé tout à l'heure que le problème de Gbagbo, ou alors le problème qui est arrivé en Côte d'Ivoire, réside sur les fèves de cacao. Actuellement, c'est la famille de Dominique Ouattara, notamment le mari de Bensouda, qui contrôle à peu près 80% de la production de ce pays-là. Donc, on n'a pas intérêt à ce que cette production revienne entre les mains des Ivoiriens. Des vrais Ivoiriens, parce qu'en réalité, beaucoup d'Ivoiriens ont perdu leurs biens, y compris leur champ de cacao, après cette histoire, après cette crise post-électorale. Ils sont partis abandonner le champ de cacao au profit des Burkinabés, des Douzos, qui ont aidé Ouattara à jouer, qui ont accompagné Ouattara au pouvoir. Donc, aller également vers le retour de Gbagbo et la paix, vous aurez dit que ces gars-là doivent libérer ces exploitations qui, en principe, ne les appartenaient pas au départ. On ne va pas également oublier que Nicolas Sarkozy, Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, est conseiller du côté de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Oui, parce que là, il y a de quoi se soucier les doigts. Permettez-moi de le savoir. Pas également ça. Non, je vais me tourner, messieurs, nous sortons déjà de ce débat. Ma dernière question, je vais me tourner vers Maître Tatinda. Démocratie, alternance, droits de l'homme, tout ça vient de l'Occident. Voilà la démocratie qu'on a donnée à la Côte d'Ivoire. Où sont passés les droits de l'homme? Où sont passés la démocratie, les droits de l'homme, et sans oublier l'alternance? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Pépin. J'ajoute juste quelques éléments. Il faut que Africains nous disent ce qu'ils veulent. Que veut Africain? Est-ce que Africain veut le bien-être? Est-ce que Africain veut le développement? Est-ce que Africain veut la démocratie? Ben, il faut qu'Africain, même au-delà de ce procès, quand ça va finir,
Il faut qu'entre nous, Africains, on parle. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux le bien-être. Moi, je veux le bien-être. Que le Cameroun soit dirigé par quelqu'un qui a 206 ans. Que le Cameroun soit une dictature. Si j'ai le bien-être, si je suis heureux dans ce que moi j'estime être le bonheur, ça me va. Je veux le bien-être. Qu'est-ce que veut Africain? Il faut qu'Africain se prononce. Parce que c'est là aussi un des problèmes d'Africains. Oui. Deuxièmement, il faut véritablement que, au-delà de ce que Africain veut, qu'on définisse quand même la démocratie. C'est quoi la démocratie? Les droits de l'homme. Oui. L'alternance. L'âge. L'âge devient un problème. D'ailleurs, vous avez constaté que quand chacun fête son anniversaire, j'ai fêté mon anniversaire, on lui demande que, mais tu as quel âge? Il ne pose pas la question. Mais est-ce qu'Africain veut rester éternellement jeune? Est-ce que véritablement avoir de l'âge aujourd'hui, c'est un problème? Est-ce qu'on peut gérer un pays à 86 ans? Est-ce qu'on peut donner l'impulsion à un pays à 86 ans? Je ne réponds pas. Parce qu'on connaît mes positions sur le plan politique au Cameroun. On va dire, oh, monsieur Tatinda. Deuxième des choses, la valeur et la nature de nos institutions. Voilà les questions. C'est pour ça que je dis, après ce procès Gbagbo, il faut qu'on parle entre nous. La valeur et la nature de nos institutions. Ce ne sont pas les autres qui vous donnent une valeur et la nature à vos institutions. On peut sur le plan politique être en désaccord. Oui. Avec mon frère Pépin, on ne pense pas pareil. Je ne vote pas comme lui. Il le sait, je le sais. Mais moi et lui, nous sommes d'accord qu'il faut respecter la valeur et la nature des institutions qu'on se donne. Mais si Africain ne veut pas respecter la valeur et la nature de ces institutions, qu'est-ce qu'on fait sur ces questions-là? Enfin, plus jamais en Afrique, vous faites asseoir sur une même table, sur le même pied d'égalité, un pouvoir légitime, internationalement reconnu et des voyous de grand chemin. À chaque fois qu'on l'a fait, le remède a été pire. C'est cette histoire-là qui va accoucher Marcoussi 1, Marcoussi 2. Qui a respecté Marcoussi? Marcoussi demandait, M. Pépin, d'aller aux élections. Mais Marcoussi demandait de désarmer la rébellion. D'abord. On est allé aux élections, on a désarmé la rébellion. C'était la condition de loi. Regardez la situation au Mali. Aujourd'hui, on est parti faire asseoir à Alger le pouvoir malien et des voyous et des bandits. On a sorti ce qu'on appelle les accords d'Alger. Qui assume les accords d'Alger? Regardez la conséquence des accords d'Alger au Mali. Regardez la RCA. On a passé la vie à asseoir sur mes pieds d'égalité le pouvoir de Bangui et des bandits de grand chemin des voyous. Regardez la RCA. Regardez la RDC. Donc à chaque fois que vous le faites, et c'est le piège dans lequel on a voulu envoyer le Cameroun, d'aller s'asseoir avec Akwanga. C'est-à-dire, M. Paul Biya organise un grand dialogue national, tu t'assois, Akwanga s'assoit, vous faites le grand dialogue national, vous réglez les problèmes. Mais si on l'avait fait, le Cameroun aujourd'hui sera en conflit armé terrible. Il faut faire ces différences-là. On n'a pas assis Hitler. L'armée a réglé le problème. Mais je vous rappelle qu'il y a eu des accords de paix signés. Hein? Je vous rappelle qu'il y a l'armistice signé. Hein? Les nazis signent l'armistice, hein? Sans condition. Hein? Donc, tout le monde croit que la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée. Non. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu la défaite sans condition. Je vous rappelle que même après la Deuxième Guerre mondiale, on est allé dans les négociations. C'est-à-dire les indemnisations, les procès. Mais le militaire avait réglé le problème. Donc, chaque fois que vous prenez un État constitué, internationalement reconnu, légitime, légal, vous dites, venez vous asseoir. Et c'est toujours la France. Et elle vous donne en fait une solution bidon bancale. Faites un gouvernement d'union nationale. Regardez le président malien, regardez la situation politique. Il dit qu'il va faire un gouvernement d'union nationale. Entre nous, franchement, c'est la solution malienne. Je veux vous dire que c'est la solution malienne. C'est restructurer l'armée, organiser l'armée, aller à la conquête du territoire. Une fois qu'on a rétabli l'autorité de l'État, on s'assoit, on cause. C'est interdit. C'est-à-dire que si l'armée malienne va au taquet, se restructure, avec l'aide d'un certain nombre de partenaires, va à la guerre, il faut prononcer le mot, installe l'autorité de l'État et dit maintenant, venez, on négocie. S'ils veulent un fédéralisme villageois, ambazonien, démocratique, c'est leur problème. Mais au moins, l'autorité de l'État prime. C'est-à-dire que dans les négociations, on décide dans un cadre institutionnel. Pareil pour la RDC, la RCA. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'autre solution qu'une solution militaire en RCA. C'est-à-dire que si l'État ne se dote pas d'un outil militaire fort, va reconquérir les pans du territoire et s'assoit pour discuter alors avec toutes
les parties. C'est ce que le président Déby va faire. Il va reconstituer l'armée. Il va, un homme fort, asseoir son autorité sur tout le Tchad. Et ils ont fait un excellent dialogue national, au point même de mettre une limitation de mandat. Quelque chose qui me gêne. Pourquoi on ne le dit pas? La France ne l'a pas fait. Pourquoi De Gaulle n'est pas mort à martyr? Je vous rappelle qu'il y a un procès pour haute trahison de De Gaulle. De Gaulle a fui le champ de guerre pour aller se cacher chez Churchill. L'Africain ne le sait pas. Et quand il allait chez Churchill, ce n'était pas « je négocie avec les Allemands », c'était qu'il faut libérer Paris. Paris piétiné, Paris martyrisé, Paris, comment je vais dire que, assassiné. C'était reconquérir la France. Paris pris. Paris pris. Et maintenant, voir dans quelle mesure doter la France de ce qu'on appelle les institutions de la 5e République. Il va falloir venir à Yaoundé. Donc, nous, c'est clair, cette question-là, ça nous permet à quelque chose, malheur est bon. Il ne suffira pas de libérer le patriarche Gbagbo, même quand il faudra aller aux élections. Nous, je le dis toujours avec mes amis du FPI, il va falloir véritablement que nos amis du FPI nous expliquent que si nous, on veut arriver au pouvoir, comment est-ce qu'on redéfinit nos nouvelles relations avec la France? J'ai l'impression qu'au sein du FPI, c'est mes amis, je roule pour eux, je vais voter pour eux. Qu'on nous dise ça. Autrement dit, il risque d'avoir même palabre entre nous pendant l'élection. C'est le FPI d'ailleurs qui est, il faut le dire, divisé. Même Blé, qui est notre ami, qui m'écoute, c'est mon ami. Il va falloir, Blé, que tu nous dises effectivement quel type de rapport sur les concepts développés par Bertrand. Le concept de l'âge par rapport au pouvoir. Moi, je suis de ceux qui regardent le monde avec de gros yeux. Peut-être je ne vois pas grand-chose. Mais je vois ce monde qui se transforme. Oui. Qu'il soit bipolaire ou pas, il se transforme et il y a des éléments nouveaux qui y arrivent chaque jour. L'un des éléments qu'on peut faire, sur lequel on peut s'appuyer dans la lecture du nouveau monde, c'est le rajeunissement de la classe politique mondiale. On va prendre Macron, on peut l'aimer ou pas, mais quand il y a des figures Macron sur la même table avec Ouattara, il y a comme une espèce de trahison. Parce que là, c'est au moins 4 générations qui séparent ces deux personnalités. Quand vous voyez le jeune qui est à la tête de l'Autriche, quand vous voyez le jeune qui est à la tête de la Belgique, quand vous voyez le jeune qui est à la tête de l'Arabie Saoudite, ça questionne. Est-ce qu'il faudrait opposer à cette personne-là, dans le cadre de la coopération bilatérale, des gens qui viennent d'un monde passé? Est-ce que ces peuples sont heureux? Non, j'arrive. Parce que c'est là la question de fond. C'est-à-dire qu'on gouverne pour nous. Est-ce que c'est l'âge, le seul fait d'avoir l'affichage de l'âge? C'est le bonheur du peuple. Est-ce qu'ils sont heureux en France? Ils ont le jeune Macron né en 77. Ils sont Messieurs, heureux. nous allons sortir de là. Parfois, je reste livré dans mes raisonnements. Et dans l'une des lectures de Camara, là, où il disait le repas, il disait il m'était interdit de lever les yeux devant les convives les plus âgés. C'était l'enfant noir. Voilà. Oui. Donc maintenant, est-ce qu'il est toujours évident que un vieux soit en confrontation avec quelqu'un qui est relativement jeune et qui serait son enfant? C'est compliqué. Je crois que là... J'ai vu d'ailleurs le président Emmanuel Macron face au président tunisien. Ça m'a semblé bizarre. Ça ne passe pas, ça passe pas bien. Ça passe pas bien. Je crois que là, vous posez, Bertrand et Pépin, vous posez un problème d'ordre managérial. En management, quels sont les piliers du management? C'est la structuration, l'organisation et le suivi. Lorsque une société est bien structurée et bien organisée, tout le monde peut faire le suivi. Je suis d'accord. Tout le monde. C'est-à-dire que si vous prenez une société que vous avez défini tous les protocoles, vous avez défini toutes les chartes, vous avez tout défini, vous avez bien structuré, vous avez bien organisé, tout le monde peut faire le suivi. Un jeune comme un vieux. Un jeune comme un vieux peut faire le suivi. Le problème de l'âge se pose lorsqu'il n'y a pas un préalable. Voilà. Et là, ça pose un problème d'encroûtement et de fossilisation. C'est-à-dire que vous êtes là, on a l'impression que rien ne marche, mais il y a un système qui se pérennise dans le mal. C'est là le problème. Trump n'a pas 25 ans, mais je n'ai pas l'impression que les États-Unis se portent très mal, malgré son âge. Mais c'est parce qu'il trouve une société américaine bien structurée, bien organisée. Je vous prends un exemple. Lorsqu'il y a eu des manifestations aux États-Unis par rapport après l'assassinat de George Floyd, vous avez vu Trump demander à l'armée de sortir parce qu'il y avait des casses.
Le premier à contester, c'était son secrétaire d'État à la défense. C'était très Et beaucoup surprenant. de sénateurs qui ont dit, et beaucoup de gouverneurs, beaucoup de sénateurs qui ont dit, de son camp républicain qui ont nous dit, l'appliquons halte, pas dans notre État. ça ne marche pas. L'armée ne sort pas contre notre peuple. Notre armée, c'est pour défendre le peuple. C'est pas contre le peuple. Utilisez la police. C'est ce qu'on lui a répondu. Ça, c'est une société organisée et structurée. Monsieur Trump a la mission, comme lui-même il le dit d'ailleurs, de veiller, c'est-à-dire de contrôler. C'est ce qu'on a mis en place. Un certain nombre de mécanismes de suivi et de contrôle de la société. Vous n'inventez rien. Mais le problème, c'est que dans plusieurs États, l'homme qui est à la tête de l'État, il est l'État lui-même et il est la loi. C'est-à-dire que on décide, on fait ce qu'il décide. Alors, à ce moment-là, là, je pose un problème. Parce que justement, si vous faites 20 ans, c'est 20 ans de gabegie, c'est 20 ans de déstructuration, c'est 20 ans de mauvaise organisation, ça pose problème. Le jour où nous aurons réussi à bien structurer nos sociétés, de manière en sorte que l'esprit et la lettre de la loi soient respectés par tous, et non pas que la loi soit faite selon les humeurs de celui qui règne, qui gouverne, alors à partir de ce moment, l'âge ne sera plus un problème. Même à 95 ans, si vous avez les capacités physiques et intellectuelles, vous pouvez postuler, mais ça va marcher. Sauf que, Edmond, tu ne le fais pas quand tu n'as pas de souveraineté. C'est-à-dire que dans une néocolonie comme aujourd'hui, tu ne peux pas structurer. Ça ne marche pas. Nous allons prendre d'ailleurs une petite musique pour respirer avant de venir conclure d'ailleurs cette édition. Conclusion qui sera faite d'ailleurs par Albert Anatola ici, parce que vous avez déjà bouffé votre temps d'antenne, les gars. Albert Anatola ici, vous avez le mot de la conclusion, hein. Les autres, ils n'ont plus droit à la parole. Merci, c'est un honneur. Non, je voudrais compléter ce que disait tout à l'heure M. Hermon. Le secrétaire d'État américain a dit que l'armée ne doit pas sortir dans le contexte des émeutes, mais elle doit sortir dans le cadre d'une insurrection. Il faut préciser cela. Dans le cadre d'une insurrection. Sa nuance est d'importance. Maintenant, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est une poudrière. Il y a quand même un paradoxe qui, je veux peut-être être ceci, mais c'est une réalité. Il y a un paradoxe toujours lié au pétrole, non, au cacao. C'est-à-dire que le Burkina Faso est devenu pratiquement l'un des meilleurs pays exportateurs du cacao, alors qu'il ne produit pas le cacao. C'est un pays sahélien. Alors, ça devient quand même pour ça. On dit que comme le Burkina Faso est aux affaires en Côte d'Ivoire, subitement, le Burkina Faso devient le premier producteur de cacao d'Afrique. Donc, ça peut se comprendre très facilement. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut que la fameuse commission Vérité et Réconciliation qui avait été, ce fameux projet qui avait été annoncé à l'arrivée de M. Ouattara soit véritablement mis en place. Il ne faut pas que nous soyons dans un cas. Il a rendu ses rapports. Non, du tout. Non, c'est pas ça. C'était tout sauf. Non. Il a disparu. Non. Cette commission n'a pas évacué tous les problèmes liés à la crise de 2000. D'abord la crise de 1999, 2002 et de 2011. Il fallait que justement cette commission évacue tous ces problèmes qui ne sont pas aujourd'hui évacués. Deuxième chose, je termine par là. Terminons rapidement. Je pense que tout le monde a besoin que les Ivoiriens soient dans la paix, mais j'ai le sentiment que la Côte d'Ivoire est infiltrée, comme le Cameroun, comme le Gabon, qui est dirigé par des mains extérieures, parce qu'il est quand même paradoxal. À Paris. Non, les mots c'est parce que vous avez, ça dépend, vous avez d'un côté Paris, vous avez d'un côté les Chinois, vous avez d'un côté les Américains. Donc je pense qu'il faut que, aussi le continent africain, nous avons suffisamment d'expertise et de ressources pour qu'on puisse régler nos problèmes. Albert Anatola, ici, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, c'est fait un plaisir. Je vous souhaite passer un bon week-end. Edmond, merci également d'avoir été là. Bon week-end à vous. Tantachida, bon week-end également. Eric Pebin-Vigaï, bon week-end également. Vous, cette édition était justement dédiée à Faustin Kamge, notre panéliste qui est là et qui a passé d'ailleurs toute l'émission assis derrière là-bas parce qu'il n'y avait plus de place ici. Nous allons également féliciter, il faut le dire comme ça, le corps médical camerounais parce que rien que pour la journée de mercredi dernier, 2326 personnes ont été guéries justement du Covid-19. Toutes nos félicitations et surtout au ministre camerounais de la Santé publique qui est justement sur tous les feux des projecteurs. Il est sur tous les
champ de bataille pour lutter justement contre cette crise sanitaire. Je rappelle, 2326 personnes ont été guéries rien que pour la journée de mercredi du Covid-19. C'est tout simplement pour dire que nous nous battons. On se bat encore, on continue à se battre. N'oubliez pas justement de respecter les mesures barrières. Respectez les mesures barrières et surtout, n'oubliez pas, nous sommes avec vous. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. Eh bien, restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous et surtout bon week-end. Au revoir.